En quelques phrases, Ibrahim Traoré a brisé le décor officiel figé et les certitudes rassurantes des chancelleries étrangères. Au cœur d'un pays riche en or, en coton et en terres fertiles, la majorité continue pourtant de survivre au jour le jour, sous le poids d'accords miniers, hérités de l'époque coloniale et d'institutions incapables de les remettre en cause. Si ces chiffres, ces contrats et ces choix paraissent lointains, pourquoi le parcours d'Ibrahim Traoré et la trajectoire du Burkina Faso devraient-ils encore vous inquiéter directement aujourd'hui? Car derrière ce capitaine burkinabé se profile peut-être un test grandeur nature pour tout un continent en quête de souveraineté. Dans cette enquête, la promesse est simple: comprendre comment un pays placé au cœur du Sahel, longtemps dépendant d'accords miniers déséquilibrés, tente aujourd'hui de réécrire ses règles économiques. Le bénéfice pour le lecteur est clair: disposer d'un cadre analytique solide, 10 à 12 mots, qui résume l'enjeu majeur. Comprendre ce que signifie réellement regagner le contrôle économique. Mais derrière cette promesse se cache un risque déterminant. Si le Burkina Faso parvient à remodeler sa souveraineté malgré les sanctions, cela ouvre un précédent pouvant toucher tout le continent. Si le pays échoue, il pourrait devenir un cas d'école illustrant les limites des ruptures politiques dans des environnements sous pression. Cette tension forme le premier axe de l'histoire. Un micro-hook s'impose alors. Comment un pays doté de réserves d'or parmi les plus convoitées du Sahel a-t-il pu conserver si peu des bénéfices tirés de son propre sous-sol? Cette question, suspendue, oriente toute la suite du récit, car elle détermine les enjeux politiques, économiques et diplomatiques à venir. Deux données suffisent pour fissurer immédiatement le décor officiel. En 2023, la production d'or du Burkina Faso a augmenté de 15%, tandis que, paradoxalement, les revenus réellement captés par l'État n'ont progressé que d'une marge bien plus modeste. Cette asymétrie devient le point d'entrée indispensable pour comprendre pourquoi l'intervention d'Ibrahim Traoré a provoqué un tel séisme régional. Mini reveal: si un pays parvient à produire davantage sans en récolter les bénéfices proportionnels, c'est qu'un maillon structurel a été verrouillé ailleurs, dans les contrats, les marges fiscales, les mécanismes d'exportation ou les pressions extérieures qui encadrent la chaîne de valeur. Ce décalage, mis en lumière dès les premières semaines du nouveau pouvoir, agit comme une alarme silencieuse dans tout le Sahel. Pour saisir la portée de ce basculement, il faut remonter à l'héritage économique forgé durant des décennies: l'extraction de l'or et du coton, moteur clé de l'économie burkinabé, a longtemps été encadré par des accords hérités d'une ère coloniale, où les multinationales obtenaient des conditions particulièrement favorables en échange d'investissements limités. Les règles fiscales, souvent fixées sur des taux réduits, ont maintenu le pays dans une dépendance chronique. Dans ce contexte, la déclaration d'Ibrahim Traoré en 2022 affirmant qu'aucune nation ne peut être libre si ses ressources se nourrissent d'autres pays n'était pas un slogan politique. C'était un diagnostic fondé sur un faisceau de données économiques, suffisamment clair pour expliquer pourquoi les jeunes du Burkina Faso et d'autres capitales du Sahel ont vu dans cette position un tournant stratégique. Les mois suivants ont montré que cette prise de position ne relevait pas seulement du discours. Les premières réformes économiques, centrées sur la transparence et la révision des marges fiscales, ont commencé à révéler des asymétries jusque-là normalisées. Ce rééquilibrage, encore limité mais visible, constitue le socle sur lequel repose toute la suite du récit, car il transforme un constat initial en trajectoire politique. Pour comprendre le mécanisme de transformation enclenché dans le pays, il faut suivre un personnage pivot, un jeune cadre du ministère de l'économie, chargé dès 2002
de réévaluer les contrats miniers laissés intacts depuis, depuis des années. Son rôle, pourtant discret, a ouvert une brèche méthodologique. En comparant les marges déclarées par certaines entreprises avec les volumes réels d'exportation, son équipe a identifié des écarts répétitifs entre chiffres comptables et quantité d'or quittant le territoire. Cette observation, d'apparence purement technique, a produit un effet immédiat dans les couloirs de l'administration. Un deuxième cas éclaire encore mieux l'enjeu. Dans une commune agricole au sud du pays, un groupe de coopératives locales a constaté que la hausse du prix du coton sur les marchés internationaux ne profitait presque pas aux producteurs. L'écart entre le coût réel de production et le revenu net des exploitants révélait une chaîne de valeur verrouillée par des intermédiaires historiques. Lorsque ces données ont été remontées à la capitale, elles ont été intégrées dans la réflexion plus large sur la souveraineté économique. Ces deux récits forment la grille de lecture centrale. Le changement ne s'explique pas seulement par les déclarations politiques, mais aussi par l'apparition de preuves concrètes dans des secteurs clés. L'impact précoce de ces constats, même partiels, a contribué à structurer la suite des réformes. Au bout du compte, la question essentielle devient lisible en une phrase courte. Les premières preuves techniques suffisent-elles à déclencher une transformation durable? Avant 2022, les mécanismes économiques du Burkina Faso fonctionnaient selon une logique huilée. Contrats miniers figés, fiscalité stable mais faible, flux d'exportation contrôlé par quelques entreprises dominantes. Après l'arrivée d'Ibrahim Traoré, cette mécanique s'est grippée en quelques semaines. Le contraste entre ces deux temporalités forme la colonne vertébrale de la séquence d'événements qui a redéfini la trajectoire du pays. Le point de déclenchement survient lorsque les premières déclarations publiques du nouveau pouvoir exposent le décalage entre volumes extraits et recettes captées. Les institutions financières internationales réagissent immédiatement, cherchant à évaluer le risque d'un durcissement des règles fiscales. Les chancelleries occidentales s'interrogent. Les multinationales minérales activent leurs équipes juridiques. À Ouagadougou, une cellule spéciale du ministère commence à rassembler des données sur 10 ans d'exportation d'or. Le ton change. Les frictions s'installent. Le point culminant arrive avec la proposition de révision des accords miniers. Ce projet, encore technique, fait naître une onde de choc. Plusieurs entreprises contestent les calculs gouvernementaux. Certaines demandent des discussions urgentes, d'autres menacent de réduire leurs investissements. Dans le même temps, la communication officielle devient plus ferme. L'État annonce qu'il veut garantir une redistribution plus équitable des revenus extractifs. Ce discours, porté publiquement par Ibrahim Traoré, déclenche une série de réactions en cascade. Des manifestations de soutien émergent dans diverses villes du Sahel. Des analystes régionaux commencent à étudier la possibilité qu'un pays enclavé remodèle réellement son rapport à ses ressources. Les tensions diplomatiques montent d'un cran, surtout lorsqu'un groupe de pays européens critique ouvertement les méthodes employées. La réplique s'étend sur plusieurs mois. Les sanctions économiques s'installent, créant une pression supplémentaire sur l'économie nationale. Les circuits d'importation se resserrent. Le gouvernement réorganise ses priorités budgétaires. Cependant, un effet inattendu apparaît. Les investissements directs étrangers en provenance de certains États africains et asiatiques augmentent malgré le contexte défavorable. Les coopératives agricoles, stimulées par de nouvelles marges de manœuvre locales, réajustent leur modèle de vente. La confiance d'une partie de la population se consolide autour de l'idée que la transparence économique peut redéfinir les équilibres internes. À cette période, un autre signal apparaît: la montée rapide du discours panafricain autour de la souveraineté économique. Les propos d'Ibrahim Traoré circulent largement sur les réseaux sociaux.
repris par des jeunes, des étudiants, des travailleurs qui y voient un tournant symbolique. Cette diffusion contribue à ancrer la séquence dans une dynamique continentale plutôt que strictement nationale. Ainsi, la ligne événementielle s'impose, un déclencheur technique, un sommet politique, puis une onde de répercussions multiformes. Chaque étape ajoute une couche de tension ou de recomposition. Le fil rouge reste constant. Les données économiques, une fois exposées, transforment non seulement les narratifs internes, mais aussi les rapports de force externes. Et c'est ce glissement, d'apparence progressive mais en réalité brutale, qui permet d'expliquer pourquoi cette transition continue de remodeler le pays au-delà du seul cadre institutionnel. Le premier indicateur baseline delta apparaît dès la consolidation des données publiques. En 2022, avant les réformes, la part des revenus miniers captés par l'État représentait un niveau jugé insuffisant par les analystes nationaux. En 2023, ce taux progresse de manière mesurée mais réelle, témoignant d'un changement structurel déjà perceptible. Cette variation, modeste mais significative, montre que la transparence initiée par Ibrahim Traoré commence à modifier les circuits économiques. Le deuxième chiffre clé s'observe dans la progression du PIB, plus 5% en 2023, alors que le pays subissait simultanément sanctions, pressions diplomatiques et réajustements institutionnels. Cette croissance, même modérée, révèle une capacité de résilience inattendue dans un environnement fragile. Le décalage entre les projections pessimistes et des partenaires internationaux et les résultats obtenus permet d'illustrer l'effet assez stabilisateur de la révision des mécanismes fiscaux. Le troisième point concerne l'exploitation aurifère. Pulsa 15% de production en 2023, malgré les tensions autour des contrats révisés. Ce bond démontre que les capacités opérationnelles du secteur n'ont pas été freinées par les réformes. Cette donnée met en lumière un paradoxe majeur. L'économie réelle a continué de croître même lorsque les relations diplomatiques se tendaient. Mais l'analyse quantitative ne se limite pas à ces trois chiffres. En réalité, ce sont les chaînes d'interprétation qui leur donnent une portée politique. Par exemple, l'augmentation de la production d'or, croisée avec la hausse faible mais réelle des recettes captées, suggère que les marges fiscales jusque-là figées ont commencé à bouger. Cette évolution, lente mais visible, correspond précisément au scénario envisagé dès les premières annonces du gouvernement. Un autre point essentiel réside dans le comportement des investisseurs régionaux. Plusieurs institutions africaines ont accru leur placement dans des secteurs non extractifs, un mouvement inhabituel dans un pays sous sanction. Cet afflux modéré mais stable indique que la crédibilité interne a compensé une partie des pertes générées par les pressions extérieures. Le phénomène, discret au départ, devient un signal stratégique pour le pays. Dans le même temps, les réformes de transparence ont influencé le climat social. Les données publiées sur les contrats miniers ont commencé à circuler dans les médias locaux, provoquant un intérêt citoyen inhabituel. Cette ouverture d'information, bien qu'encore partielle, a encouragé des organisations civiles à vérifier et commenter les chiffres officiels. Cette dynamique constitue une rupture par rapport aux années précédentes, où les données économiques demeuraient largement inaccessibles. Enfin, le lien entre ces chiffres et les déclarations d'Ibrahim Traoré forme un ensemble cohérent, un diagnostic initial fondé sur la dépendance économique, des réformes orientées vers la souveraineté, puis une série d'indicateurs montrant que, même sous pression, le pays parvient à maintenir une trajectoire ascendante. Les preuves quantitatives ne décrivent pas une révolution spectaculaire. Elles décrivent une recomposition progressive, mais tenace, qui redéfinit la place du pays dans la région. Le premier argument en faveur des critiques s'appuie sur un raisonnement largement partagé par plusieurs partenaires internationaux. Selon eux,
la révision des contrats miniers et l'augmentation des taxes appliquées aux multinationales risquent d'étouffer l'investissement étranger. Ils avancent que les entreprises confrontées à une hausse de leurs coûts opérationnels pourraient réduire leurs activités ou déplacer leur capital vers d'autres pays du Sahel offrant des régimes fiscaux plus avantageux. Dans cette lecture, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé, affaibli et contraint de revenir à un modèle plus libéral pour retrouver de la stabilité. Le second argument pessimiste se fonde sur l'environnement sécuritaire fragile. Les opposants estiment qu'une stratégie économique trop interventionniste pourrait détourner des ressources nécessaires au maintien de l'ordre, à la lutte contre les groupes armés et à la stabilisation des zones rurales. Ils affirment qu'un pays soumis à la pression simultanée des sanctions, de la menace extrémiste et de la volatilité économique court le risque d'un affaiblissement politique, voire d'un recul institutionnel. Cependant, le contre-argument construit à partir des données disponibles dessine un paysage différent. Malgré les sanctions, la croissance du PIB a atteint plus 3,5% en 2023, un résultat contraire aux prévisions alarmistes avancées par plusieurs analystes étrangers. La production d'or, loin de se contracter, a augmenté de 15%, ce qui contredit directement l'idée d'un secteur minier fragilisé. De plus, les investissements régionaux et sud-sud ont progressé de manière mesurée, preuve que certains acteurs économiques voient dans les réformes une opportunité de stabilisation plutôt qu'un risque. Quant à l'argument sécuritaire, les premiers mois de transition ont montré que la consolidation économique et la transparence accrue ont renforcé, plutôt que dilué, la confiance interne. Les organisations locales et la jeunesse, désormais plus impliquées politiquement, ont contribué à resserrer le tissu social dans une période fragile. Ainsi, le Stillman révèle que les critiques reposent sur des risques plausibles mais non confirmés, tandis que les données disponibles montrent des résultats plus nuancés et parfois opposés au scénario catastrophiste. Un basculement devient soudain visible. Au milieu de la transition, un détail en apparence secondaire prend d'une importance stratégique: la manière dont les réformes économiques se répercutent sur les comportements institutionnels. À ce stade, les administrations locales commencent à appliquer des règles de transparence qui, jusqu'ici, restaient théoriques. Des rapports plus détaillés circulent, des chiffres autrefois inaccessibles deviennent consultables par des organisations civiles, et cette évolution interne, lente mais irrégulière, crée une dynamique différente de la seule confrontation diplomatique. C'est ici que la présence d'Ibrahim Traoré devient un point de tension politique inédit. Son discours, relayé dans les universités, dans les radios communautaires et sur les réseaux sociaux, réoriente les attentes d'une partie de la population. L'idée de souveraineté économique n'est plus seulement portée par l'exécutif. Elle est reprise, commentée, parfois critiquée, mais surtout intégrée dans les discussions quotidiennes. Le midpoint reveal réside dans ce glissement silencieux. La réforme cesse d'être un projet gouvernemental vertical pour devenir un cadre mental partagé. Dès lors, les pressions extérieures ne rencontrent plus seulement l'État, mais une base sociale élargie prête à défendre une nouvelle grille de lecture économique. Les premiers effets concrets des réformes se lisent en 4 blocs distincts, chacun révélant une partie du réagencement économique et social provoqué depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Au niveau national. Au niveau de l'État central, la principale conséquence réside dans l'amélioration progressive de la transparence budgétaire. La publication partielle des contrats miniers et l'ajustement de certaines marges fiscales ont permis de clarifier la répartition des recettes publiques. L'administration, longtemps habituée à des circuits opaques, commence à intégrer de nouvelles procédures de contrôle. Cette dynamique a renforcé la capacité du gouvernement à négocier avec les partenaires régionaux.
Elle a aussi permis de réorienter certains budgets vers des secteurs comme l'agriculture ou les infrastructures locales. Les premiers rapports internes montrent qu'une partie des marges dégagées a été affectée à la modernisation logistique dans plusieurs communes rurales. Pour les entreprises, les réformes ont créé un paysage à la fois plus strict et plus prévisible. Les, les multinationales minières ont dû adapter leurs pratiques comptables, fournir des rapports plus détaillés et renégocier certains avantages fiscaux. Si cela a généré des tensions avec plusieurs acteurs étrangers, d'autres entreprises régionales y voient une opportunité. Un cadre mieux régulé offre une concurrence plus équilibrée. Les PME burkinabés, jusque-là marginalisées, commencent à trouver des espaces d'activité dans les chaînes logistiques nationales. Le climat d'affaires n'est pas encore stabilisé, mais la progression de 12% des investissements sud-sud indique que de nouveaux partenaires testent le marché. Pour la population, l'impact le plus visible se manifeste sur deux plans: l'accès à l'information et la mobilisation sociale. Les données économiques circulent davantage, ce qui nourrit débats, critiques et participation citoyenne. Les jeunes, auparavant éloignés des questions économiques, s'engagent plus activement dans les discussions publiques. Ils reprennent les propos d'Ibrahim Traoré comme support d'analyse politique et revendiquent une part plus grande de souveraineté économique. Plusieurs organisations civiles ont commencé à vérifier les annonces officielles, introduisant une forme de contre-pouvoir qui modifie l'équilibre institutionnel. Dans la région du Sahel, Dans le Sahel, le cas burkinabé agit comme un révélateur. Les pays voisins observent comment un État sous sanction peut maintenir une croissance de 3,5% tout en révisant ses contrats extractifs. Cette trajectoire encourage certaines capitales régionales à envisager des ajustements similaires. En même temps, elle alimente les tensions avec plusieurs partenaires occidentaux, qui voient dans cette tendance un recul de leur influence économique. Ce double mouvement, inspiration régionale et crispation diplomatique, constitue l'un des effets les plus remarqués à l'échelle du continent. Dans l'ensemble, les réformes ont produit un réseau de conséquences imbriquées, institutionnelles, sociales, commerciales et géopolitiques. Leur intensité varie, mais toutes convergent vers un même constat: la trajectoire initiée au Burkina Faso s'étend au-delà de ses frontières physiques et redessine partiellement l'équilibre dans le Sahel. À court et moyen terme, trois trajectoires se distinguent pour le Burkina Faso, chacune façonnée par l'évolution des réformes économiques, la réaction internationale et la capacité interne à absorber les tensions. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils offrent un cadre pour analyser les mois à venir selon différentes combinaisons de pression et d'opportunités. Dans un premier cas, dans cette version, le pays maintient un rythme stable. Les réformes continuent à un niveau modéré, les sanctions restent présentes mais gérables, et les investissements régionaux poursuivent leur progression lente. L'économie s'ajuste progressivement aux nouvelles règles, tandis que les administrations locales consolident leurs pratiques de transparence. Le climat social demeure sous contrôle, même si les débats publics restent animés. Cette trajectoire correspond à la continuité actuelle, avec une croissance faible mais régulière, dans une version plus favorable. Ici, l'amélioration de la gouvernance économique produit un effet d'entraînement régional. Les partenariats sud-sud s'élargissent, les pays voisins reconnaissent l'intérêt d'une souveraineté accrue sur leurs ressources, et certains allègent la pression diplomatique autour du Burkina Faso. Le pays attire davantage d'investissements africains, notamment dans l'agro-industrie et la transformation minière. La stabilité interne se renforce et les marges budgétaires supplémentaires permettent d'accélérer certains projets d'infrastructure. Ce scénario suppose une continuité politique solide et une capacité à contenir les tensions sécuritaires.
Dans une hypothèse moins favorable, dans cette hypothèse, l'accumulation de pressions extérieures, sanctions renforcées, critiques diplomatiques, frictions commerciales finit par freiner la croissance. Les multinationales réduisent leurs opérations ou suspendent des projets en attente de nouvelles négociations. Le climat social se durcit sous l'effet de difficultés économiques et les tensions sécuritaires reprennent de l'ampleur. Le pays est alors contraint de hiérarchiser ses priorités. Stabilisation territoriale d'un côté, ajustements économiques d'urgence de l'autre. Ce scénario reflète la fragilité des équilibres actuels. Ces trois perspectives montrent qu'un pays en transition doit évoluer dans un environnement où chaque décision déclenche des réactions multiples. Elle souligne aussi la nécessité d'adopter un cadre d'analyse flexible, capable d'intégrer à la fois les contraintes diplomatiques, les dynamiques sociales et les réalités économiques. Pour relier cette trajectoire nationale aux préoccupations d'un public plus large, trois couches d'impact permettent de comprendre pourquoi les réformes burkinabées résonnent au-delà de leurs frontières. Couche A. L'individu confronté à l'information économique. Dans un monde saturé de données, l'accès à des chiffres fiables constitue un levier majeur de compréhension collective. Voir un pays renforcer la transparence de ses contrats miniers rappelle que les citoyens peuvent, ailleurs aussi, réclamer une gestion plus claire de leurs ressources. Le suivi des dépenses publiques, autrefois réservé aux experts, devient progressivement un outil civique. Couche B. Les communautés sensibles à la souveraineté. Pour les groupes sociaux attachés à l'autonomie locale, l'expérience burkinabé illustre un principe rare. Un État peut tenter de reprendre le contrôle de secteurs stratégiques tout en maintenant une croissance positive. Cette dynamique inspire des discussions dans des associations, collectifs citoyens ou milieux universitaires sur la possibilité d'adapter des modèles similaires à d'autres pays soumis à la pression internationale. Couche C. Les observateurs préoccupés par les équilibres géopolitiques. À l'échelle régionale et internationale, cette transition rappelle que les relations économiques ne sont jamais figées. Les partenaires extérieurs doivent s'adapter à de nouvelles configurations, tandis que les États africains explorent des alliances sud-sud plus solides. Cela montre à quel point un pays enclavé peut influencer des équilibres plus vastes lorsqu'il modifie sa manière de gérer ses ressources. En rassemblant ces trois perspectives, la trajectoire burkinabé devient une étude de cas sur la relation entre souveraineté économique, participation citoyenne et recomposition géopolitique, un triptyque capable d'interpeller tout lecteur intéressé par le devenir des économies émergentes. Pour transformer les réformes en trajectoire durable, une feuille de route structurée s'impose. Elle s'articule autour de quatre étapes clés, chacune associée à un acteur précis, un horizon temporel et un indicateur mesurable. C'est dans cette logique qu'apparaît le rôle d'Ibrahim Traoré, non comme figure solitaire, mais comme déclencheur d'un mécanisme plus large. Pour commencer, il est nécessaire de clarifier les contrats miniers sur une période de 6 mois. Acteur, ministère de l'économie. Action, publier les termes essentiels des accords en cours. Mesurer pourcentage de contrats rendus publics. Objectif, réduire la symétrie d'information entre l'État, les citoyens et les entreprises. Ensuite, il convient de renforcer la fiscalité extractive sur une période de 6 à 12 mois. Acteur, direction des impôts. Action, ajuster les marges fiscales pour aligner les recettes sur les volumes réels exportés. Mesure, variation des revenus miniers captés par l'État. Ce levier prolonge la dynamique amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Par ailleurs, la transparence locale doit être consolidée sur 12 mois. Acteurs, communes rurales. Action, publier dépenses et recettes liées aux projets financés par les revenus extractifs.
Mesure nombre de communes adoptant une comptabilité accessible. Effet attendu, renforcer la confiance sociale et limiter les pertes dans les chaînes administratives. Enfin, il est utile de développer les partenariats Sud-Sud sur 12 à 18 mois. Acteurs, ministère des Affaires étrangères. Action, diversifier les sources d'investissement hors des circuits traditionnels. Mesure, progression des flux d'investissements africains ou asiatiques. Cette ouverture vise à réduire l'impact des sanctions occidentales et à consolider un modèle autonome. Dans cette structure, chaque étape vise la même finalité: stabiliser les réformes en les rendant mesurables, reproductibles et résistantes aux pressions extérieures. La démarche transforme les intentions politiques en mécanismes vérifiables. Dans cette phase finale, l'histoire retrouve les silhouettes discrètes croisées plus tôt. Le jeune cadre du ministère, penché sur des tableaux d'exportation, et les coopératives rurales qui tentaient de comprendre pourquoi leurs efforts ne reflétaient jamais la réalité des marchés. Leur travail, longtemps invisible, devient le miroir silencieux de ce que la transformation burkinabé représente réellement. Car derrière les discours, les chiffres et les tensions diplomatiques, ce sont ces acteurs modestes qui mesurent concrètement les effets du changement. C'est précisément là qu'intervient la portée symbolique d'Ibrahim Traoré. Son rôle ne se limite pas à impulser une rupture, mais à redonner une place centrale à ceux qui, pendant des années, ont vu leurs données, leurs revenus et leurs voix glisser hors du cadre décisionnel. Cette réintégration des acteurs de terrain, même partielle, redéfinit la notion de souveraineté économique en la rattachant à des trajectoires humaines tangibles. Et lorsque l'on réunit ces fragments, un constat simple s'impose: les transformations les plus profondes commencent souvent en silence. C'est dans cette continuité que se lit l'élan du Burkina Faso. Non pas une révolution bruyante, mais un mouvement ancré dans la précision des chiffres, la ténacité des acteurs locaux et l'ambition d'un pays qui tente de reprendre en main son destin. Au terme de cette exploration, une idée se dessine: ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les frontières du pays et invite chacun à reconsidérer la manière dont les ressources, les institutions et les citoyens interagissent. Vraiment. Les, ch- les changements observés ne reposent pas uniquement sur des décisions politiques, mais sur une recomposition plus large qui touche la transparence, la participation et la souveraineté économique. Cette dynamique ouvre un espace de réflexion collective. Chaque lecteur peut y voir une invitation à discuter, à débattre, à confronter ses propres repères sur la gestion des ressources, qu'il s'agisse de son pays, de sa communauté ou de son environnement professionnel. Les transformations, même modestes, commencent souvent par des conversations partagées et des demandes d'informations plus claires. Alors, si ce récit vous interroge ou vous inspire, n'hésitez pas à l'évoquer autour de vous. Les échanges sincères constituent souvent la première étape vers des changements plus profonds. Et puisque chaque trajectoire collective dépend aussi de la vigilance individuelle, une question demeure ouverte: quelle forme de souveraineté souhaitez-vous voir émerger dans les années à venir?